Donc, la coopérative Gaïa, c'est un peu une réponse aux besoins que la communauté avait au niveau de la production agroalimentaire puis agroforestière. Là, c'est sûr que c'est un sujet qu'on va aller, c'est plus une spécialité dans notre cas. Mais ce qu'on fait, en fait, c'est que on produit des produits agroalimentaires qui sont faits locaux et sains, OK, dans l'optique du développement durable, donc créer une richesse collective, puis créer aussi d'offrir un service, d'offrir des produits, puis c'est de la culture écologique parce qu'on fait de la culture selon les principes de permaculture. Vous êtes le seul dans la région qui fait ça, qui fait la culture biologique? Non. Ben, la coop regroupe aussi d'autres producteurs qui cultivent selon les mêmes valeurs, les mêmes principes. Il y a entre autres la ferme au Jardin des Prés qui font des petits fruits certifiés biologiques et qui sont en permaculture. On a les moutons marins qui eux autres ils élèvent de l'agneau en fait dans des conditions optimales et puis qui font aussi la culture de petits fruits. On a le four d'argile qui, eux autres, font un pain intégral cuit dans un four d'argile. Puis la miel et champêtre qui, eux, font... c'est des apiculteurs. Donc, ils font du miel butiné des abeilles avec les fleurs d'ici. Mais c'est ça, c'était comme en réponse à un besoin de distribution et de production et de distribution des produits d'ici, là, du terroir, en fait, là, de notre terre. Parce que il y a beaucoup de gens quand même qui vivent en Manicouagan, c'est sûr, c'est relatif, mais il faut être capable de faire une production pour arriver à instaurer une consommation de l'agroalimentaire local. Puis aussi, ça fait la promotion de la production. Donc, on est aussi un réseau de distributeurs pour les producteurs. Donc, ce qu'on veut éventuellement, c'est qu'il y ait de plus en plus de producteurs pour de plus en plus de produits, puis qu'on soit capable de s'enligner ou d'arriver à une souveraineté alimentaire, bien entendu, selon la production écologique. Est-ce qu'il existe des traditions d'agriculture dans la région à grande échelle ou est-ce que c'est relativement nouvelle? Pas à grande échelle, mais on fait pas une culture à grande échelle pour l'instant. Mais à grande échelle, non, c'était plus l'agriculture de subsistance qui était faite. Il y a eu quelques projets, il y en a des projets d'agriculture, mais c'est beaucoup dans le petit fruit. Donc nous autres, ce qu'on veut pousser, c'est plus le maraîcher, c'est les légumes. Fait que c'est pas nouveau, mais c'est plus dur à pousser ici sur la Côte-Nord. Pourrais-tu parler un peu des enjeux environnementaux dans la région auxquels vous répondez en faisant ce style d'agriculture? Oui, ben en fait, ici sur la Côte-Nord, comme je te disais, il y a un essor au niveau de la production des petits fruits, entre autres le bleuet. Il y a une volonté de développer des superficies de production. Fait que nous, ce qu'on veut, c'est que les superficies qui soient développées, qui soient augmentées, soient faites en respectant l'environnement, donc des principes écologiques, voire même la certification biologique, l'acquisition des techniques, puis des principes de la permaculture dans ce qu'on développe pour la production. Ça, c'est important pour nous, fait qu'on est un peu un des promoteurs de cette façon de faire-là, pour encourager d'autres producteurs à le faire. Pourrais-tu parler un peu du projet de Shiitake et comment ça s'insère dans votre stratégie de faire en sorte que c'est réussi comme projet? Ouais. En fait, on fait de la production de Shiitake sur billes de bois. Je sais pas si tu peux tourner la caméra pour voir un peu. On a des supports visuels ici. Est-ce que tu vois si je le montre? Ça va? OK. Je vais... OK. Donc, ce qu'on fait, c'est la production de Shiitake sur billes de bois. Donc, on va couper des billes de bois, des rondins qui ont environ un diamètre entre 4 et 6 pouces. Puis, on va insérer l'hémicélium du Shiitake à l'intérieur de ça. OK? Et puis, là, ce qu'on voit, c'est le produit final qui est assez intéressant. Donc, c'est le fruit, la période de fructification qui sort. Et puis, c'est ce qu'on va consommer. Okay. Puis on est en train de développer une technique aussi en collaboration avec le CEDFOB pour optimiser la production de Shiitake sur billes de bois. On est présentement en couvert forestier. On a fait des essais aussi en champ pour voir les potentiels que ça a et aussi pour faire des comparaisons. Ici, ce qu'on voit, c'est le mycélium qui se développe, qui se propage dans le bois.
En fait, le mycélium va utiliser le bois en étant son habitat puis aussi ses nutriments pour réussir à croître. Et puis après à peu près 12 à 24 mois, on va avoir une production intéressante de champignons pour 5 ans. Et cette production-là, en fait, il y a seulement 10%, je m'avance en disant ça, mais à peu près seulement 10% de la production de shiitake mondiale qui se fait encore. Je dis encore parce que c'est la technique traditionnelle qui se fait encore sur billes de bois. La plupart est fait en substrat artificiel, qui est beaucoup plus rapide, mais qui, selon certaines études, aurait des propriétés moins intéressantes au niveau nutritionnel et voire même nutraceutique. Et ça ne serait pas une culture biologique non plus? Oui, il y en a qui certifient leur culture biologique, mais c'est plus difficile. Nous, ce qu'on veut faire, on est en train de développer un procédé pour optimiser la culture sur billes de bois, puis aussi développer des techniques de transformation. Entre autres, là, le projet-là, c'est sur la déshydratation. Et puis, on veut certifier notre champignon, le champignon Gaïa de la Manicouagan, on veut le certifier biologique pour atteindre des marchés encore plus spécialisés parce que selon notre technique et on le fait déjà selon les principes biologiques, donc ça serait facile pour nous de le certifier. Là. Est-ce que tu peux parler un peu des obstacles qu'on ait un tel projet en Manicouagan, un projet qui veut pas ici, c'est beaucoup de projets industriels, donc c'est curieux de voir des petits projets plus à l'échelle locale. Est-ce qu'il y a un intérêt dans ces projets par la population? Est-ce que vous aussi vous trouvez un soutien pour vos projets de la population ou aussi de l'État ou de les industries? Oui, en fait, on en a de l'aide. Je pense que la Coop Gaïa va commencer sa 4e année, puis on est à 115 membres. C'est des gens puis je pense qu'on aurait pu être plus gros, mais on va essayer de suivre la production, voir comment ça va. On a de l'appui aussi au niveau de l'État. On s'est fait subventionner à 80% la plupart des projets, même le démarrage d'entreprise. Donc c'est vraiment un mouvement collectif qui assure la survie puis le succès de l'entreprise. Puis ça suscite beaucoup d'intérêt. Et ce qu'on veut aussi, c'est démontrer que ça peut se faire, puis que les gens ont un intérêt que ça se fasse, puis que c'est important que la coop survive et ait un succès pour les générations futures aussi. Là. Parce que de plus en plus, là, c'est sûr que je veux pas... ça, c'est une pente glissante quand je la prends sur la souveraineté alimentaire, mais c'est important qu'on soit de plus en plus capable de subvenir à nos besoins alimentaires. C'est sûr qu'on peut pas tout produire, mais ce qu'on peut produire, ce qui est faisable, qu'on le fasse pour qu'il y ait une consommation qui soit faite ici. C'est sûr qu'on peut pas concurrencer les marchés internationaux. On n'exportera pas nos produits, mais au moins qu'on soit capable de produire pour la population ici. Je pense que là, c'est un défi de taille, mais que sur cette forme-là de coopérative, je pense que d'après nous, c'est la formule à prendre pour réussir à atteindre cet objectif-là. Là. Pour être rentable, parce que veut pas, et dans la mouvance de commodification et capitalisme et tout, veut pas, tout ce qui est produit sur le marché est quasiment sur le marché international. Donc, comment répondre à ça? Je sais que c'est des grosses questions, mais est-ce que vous allez pouvoir survivre sans être autant rentable que la grosse production qu'on voit comme le maïs dans le sud du Québec ou d'autres choses? C'est sûr que nous, ce qu'on priorise, c'est le circuit court, donc la production-consommation directe du consommateur au producteur. Donc, ce qui élimine les intermédiaires, où souvent il y a des pertes d'argent. Je pense qu'on va... pour moi, ils vont recommencer. Commencer, peut-être on peut continuer après. OK, super. Ouais. Qui assure la survie puis le succès de l'entreprise. Puis ça suscite beaucoup d'intérêt. Et ce qu'on veut aussi, c'est démontrer que ça peut se faire, puis que les gens ont un intérêt que ça se fasse, puis que c'est important que la coop survive et ait un succès pour les générations futures aussi. Là. Parce que de plus en plus, là, c'est sûr que je veux pas... ça, c'est une pente glissante quand je la prends sur la souveraineté alimentaire, mais c'est important qu'on soit de plus en plus capable de subvenir à nos besoins alimentaires. C'est sûr qu'on peut pas tout produire, mais ce qu'on peut produire, ce qui est faisable, qu'on le fasse pour qu'il y ait une consommation qui soit faite ici. C'est sûr qu'on peut pas concurrencer les marchés internationaux. On n'exportera pas nos produits, mais au moins qu'on soit capable de produire pour la population ici. Je pense que là, c'est un défi de taille,
mais que sur cette forme-là de coopérative, je pense que d'après nous, c'est la formule à prendre pour réussir à atteindre cet objectif.